Jusqu'au soir, derrière sa bonne grâce de métier, Denise se tortura pour savoir où trouver de l'argent. Ces demoiselles débordées lui laissèrent faire une vente importante, mais on était au mardi, il fallait attendre 4 jours avant de toucher la semaine. Après le dîner, elle résolut de remettre au lendemain sa visite chez Madame Gras. Elle s'excuserait, dirait avoir été retenue, et d'ici là, elle aurait peut-être les 6 francs. Comme Denise évitait les moindres dépenses, elle montait se coucher de bonne heure. Que pouvait-elle faire sans un sou, toujours inquiétée par la grande ville où elle ne connaissait que les rues voisines du magasin? Après s'être risquée jusqu'au palais royal pour prendre l'air, elle rentrait vite, s'enfermait. C'était le long du couloir des chambres une promiscuité de caserne, des filles souvent peu soignées, des commérages d'eau de toilette, toute une aigreur qui se dépensait en brouille et en raccommodements continuels. Denise n'avait pas d'amis. De toutes ces demoiselles, une seule, Pauline Cugnot, lui témoignait quelque tendresse. Cette nuit-là, Denise s'était résignée à faire de nouveau le cordonnier. Elle tenait ses souliers, les examinait, regardait comment elle pourrait les mener au bout du mois. Enfin, avec une forte aiguille, elle avait pris le parti de recoudre les semelles. Pendant ce temps, un col et des manches trempaient dans la cuvette, pleine d'eau de savon. Chaque soir, elle entendait les mêmes bruits, ces demoiselles qui rentraient une à une, de courtes conversations chuchotées, des rires, parfois des querelles qu'on étouffait. Puis les lits craquaient, il y avait des bâillements et les chambres tombaient à un lourd sommeil. Sa voisine de gauche rêvait souvent tout haut, ce qui l'avait effrayée d'abord. Peut-être d'autres à son exemple venaient-elles pour se raccommoder, malgré le règlement, mais ce devait être avec les précautions qu'elle prenait elle-même. Les gestes ralentis, les moindres chocs évités, car un silence frissonnant sortait seul des portes closes. 11 heures étaient sonnées depuis 10 minutes lorsqu'un bruit de pas lui fit lever la tête. Encore une de ces demoiselles qui se trouvait en retard. Et elle reconnut Pauline en entendant celle-ci ouvrir la porte d'à côté. Mais elle demeura stupéfaite. La lingère revenait doucement et frappait chez elle. « Dépêchez-vous, c'est moi !» Il était défendu aux vendeuses de se recevoir dans leur chambre. Aussi, Denise tourna-t-elle la clé vivement pour que sa voisine ne fût pas surprise par Madame Cabin, qui veillait à la stricte observation du règlement. « Voici longtemps que je veux vous causer. En bas, on ne peut jamais. Et puis, vous m'avez eu l'air si triste ce soir à table. » Denise la remerciait, la priait de s'asseoir, touchée. Mais dans le trouble où cette visite imprévue la mettait, elle n'avait pas lâché le soulier qu'elle était en train de recoudre, et les yeux de Pauline tombèrent sur ce soulier. Elle hocha la tête, regarda autour d'elle, aperçut les manches et le col dans la cuvette. « Ma pauvre enfant, je m'en doutais, reprit-elle. Allez, je connais ça. Dans les premiers temps, quand je suis arrivée de Chartres et que le père Cugnot ne m'envoyait pas un sou, j'en ai lavé de ses chemises. Oh, oui, oui. » Elle s'était assise, essoufflée d'avoir couru. Sa large face, aux petits yeux vifs, à la grande bouche tendre, avait une grâce sous l'épaisseur des traits. Et dans la transition, tout d'un coup, elle conta son histoire. Sa jeunesse au moulin, le père Cugnot ruiné par un procès, et qu'il l'avait envoyé à Paris faire fortune avec 20 francs dans la poche. Ensuite, ses débuts comme vendeuse, d'abord au fond d'un magasin des Batignolles, puis au Bonheur des Dames. De terribles débuts, toutes les blessures et toutes les privations. Enfin, sa vie actuelle, les 200 francs qu'elle gagnait par mois, les plaisirs qu'elle prenait, l'insouciance où elle laissait couler ses journées. « Puisque ça m'est arrivé, répéta Pauline. Voyons, je suis votre aînée, j'ai 26 ans et demi, sans que cela paraisse. Contez-moi vos petites affaires. » Alors Denise céda devant cette amitié qui s'offrait si franchement. Elle s'assit, un vieux châle noué sur ses épaules près de Pauline, et une bonne causerie s'engagea entre elles. Il gelait dans la chambre, le froid semblait y couler des murs mansardés, d'une nudité de prison, mais elles ne s'apercevaient pas que leurs doigts avaient l'onglet. Elles étaient toutes à leur confidence. Peu à peu, Denise se livra, parla de Jean et de Pépé, dit combien la question d'argent la torturait, ce qui les amena toutes deux à tomber sur ces demoiselles des confections. Pauline se soulageait. « Oh, les mauvaises teignes! Si elles se conduisaient en bonne camarade, vous pourriez vous faire plus de 100 francs. »« Tout le monde m'en veut, sans que je sache pourquoi, disait Denise, gagnée par les larmes. Ainsi,
Monsieur Bourdoncle est sans cesse à me guetter pour me prendre en faute, comme si je le gênais. Il n'y a guère que le père Jouve. L'autre l'interrompit. Le vieux singe d'inspecteur à ma chère ne vous y fiez point. Pardi, ce qui vous arrive à toutes, on vous fait payer la bienvenue. Elle lui saisit les mains, elle l'embrassa, emportée par son bon cœur. Écoutez, il est impossible que vous teniez le coup davantage, dit Pauline. Moi, à votre place. Mais un bruit venu du corridor la fit taire. C'était peut-être Marguerite qu'on accusait de se promener en chemise de nuit pour moucharder le sommeil des autres. La lingière qui serrait toujours les mains de son amie la regarda un moment en silence, l'oreille tendue, et puis elle recommença très bas, d'un air de tendre conviction. « Moi, à votre place, je prendrai quelqu'un. »« Comment quelqu'un » murmura Denise sans comprendre d'abord. Lorsqu'elle eut compris, elle retira ses mains. Elle resta toute sotte. Ce conseil la gênait, comme une idée qui ne lui était jamais venue et dont elle ne voyait pas l'avantage. « Oh non !» répondit-elle simplement. « Alors, continua Pauline, vous ne vous en sortirez pas, c'est moi qui vous le dis. Les chiffres sont là, 40 francs pour le petit, des pièces de 100 sous de temps à autre pour le grand, et vous ensuite, qui ne pouvez toujours aller mise comme une pauvresse avec des souliers dont les demoiselles plaisantent. Oui, parfaitement, vos souliers vous font du tort. Prenez quelqu'un, ce sera beaucoup mieux. »« Non, » répéta Denise. « Eh bien, vous n'êtes pas raisonnable. C'est forcé. Nous avons toutes passé par là. Moi, tenez, j'étais au père comme vous, pas un liard. On est couché et nourri, bien sûr, mais il est impossible de rester sans un sou, renfermé dans sa chambre, à regarder voler les mouches. Alors, mon Dieu, il faut se laisser aller. » Et elle parla de son premier amant, un clerc d'avoué, qu'elle avait connu dans une partie à Meudon. Après celui-là, elle s'était mise avec un employé des postes. Enfin, depuis l'automne, elle fréquentait un vendeur du bon marché, un grand garçon très gentil, chez lequel elle passait toutes les heures libres, jamais qu'un à la fois du reste. Elle était honnête, elle s'indignait lorsqu'on parlait de ces filles qui se donnent au premier venu. « Non, » répondit Denise, « ça ne me va pas, voilà tout. » Il y eut un nouveau silence. Dans la petite chambre glacée, toutes deux se souriaient, émues de cette conversation à voix basse. « Et puis, il faudrait d'abord avoir de l'amitié pour quelqu'un, » répondit-elle les joues roses. La lingère fut très étonnée et elle finit par rire. Elle l'embrassa une seconde fois en disant « Mais ma chérie, quand on se rencontre et qu'on se plaît, vous êtes drôle, voyons, voulez-vous que dimanche, Baugé nous conduise quelque part à la campagne? Il amènera un de ses amis. »« Ah non, » répéta Denise avec une douceur entêtée. Alors Pauline n'insista plus. Chacune était maîtresse d'agir à son goût. Et comme minuit allait sonner, elle se leva pour partir. Mais auparavant, elle força Denise à accepter les 6 francs qui lui manquaient, en la suppliant de ne pas se gêner, de ne les rendre que lorsqu'elle gagnerait davantage. La bougie éteinte, toutes deux se serrèrent encore les mains et Pauline fila légèrement et rentra chez elle. Le froid devenait plus vif à mesure que la nuit avançait. Mais Denise ne le sentait pas. Cette causerie avait remué tout le sang de son cœur. Elle n'était point révoltée, il lui semblait bien permis d'arranger l'existence comme on l'entendait lorsqu'on se trouvait seul et libre sur la terre. Jamais elle n'avait obéi à des idées. Sa raison droite et sa nature saine la maintenaient simplement dans l'honnêteté où elle vivait. Vers 1 heure, elle se coucha enfin. Non, elle n'aimait personne. Alors, à quoi bon déranger sa vie, gâter le dévouement maternel qu'elle avait voué à ses 2 frères? Pourtant, elle ne s'endormait pas. Des frissons tièdes montaient à sa nuque. L'insomnie faisait passer devant ses paupières closes des formes indistinctes qui s'évanouissaient dans la nuit. À partir de ce moment, Denise s'intéressa aux histoires tendres de son rayon. Clara était un scandale. Elle avait 3 entreteneurs, disait-on, sans compter la queue d'amants de hasard qu'elle traînait derrière elle. Et si elle ne quittait pas le magasin où elle travaillait le moins possible, dans le dédain d'un argent gagné plus agréablement ailleurs, c'était pour se couvrir aux yeux de sa famille, car elle avait la continuelle terreur du père Prunaire, qui menaçait de tomber à Paris, lui casser les bras, les jambes à coups de sabot. Ces demoiselles plaisantaient aussi madame Frédéric, lui prêtaient des relations discrètes avec de grands personnages. La vérité était qu'on ne savait rien de ses affaires de cœur. Quant aux passions de madame Aurélie, à ses prétendues fringales de jeunes hommes obéissants, elles étaient certainement fausses. On inventait cela entre vendeuses mécontentes, histoire de rire. Ce qui troubla le plus Denise, ce fut de surprendre le secret de Colomban.
À toute heure, elle le trouvait de l'autre côté de la rue sur le seuil du vieil Elbeuf, les yeux levés et ne quittant pas du regard ces demoiselles des confections. Quand il se sentait guetté par elles, il rougissait, détournait la tête, comme s'il redoutait que la jeune fille ne le vendît à sa cousine Geneviève, bien qu'il n'y eût plus aucun rapport entre les Baudu et leur nièce depuis l'entrée de celle-ci au bonheur des dames. D'abord, elle le crut amoureux de Marguerite, à voir ses airs transis d'amant qui désespère, car Marguerite, sage et couchant au magasin, n'était point commode. Et puis, elle resta stupéfaite lorsqu'elle acquit la certitude que les regards ardents du commis s'adressaient à Clara. Il y avait des mois qu'il brûlait ainsi sur le trottoir d'en face. Clara elle-même ne paraissait pas se douter de sa conquête. La découverte de Denise l'emplit d'une émotion douloureuse. Est-ce donc si bête, l'amour ? À partir de ce jour, elle éprouva un serrement de cœur. Chaque fois qu'elle aperçut, derrière les carreaux verdâtres du vieil Elbeuf, le profil pâle et souffrant de Geneviève. Le soir, Denise songeait ainsi en regardant ces demoiselles s'en aller avec leurs amants. Elle travaillait ou se couchait, la tête occupée d'un rêve, prise de curiosité sur cette existence de Paris qu'elle ignorait. Certes, elle ne jalousait pas ces demoiselles, elle était heureuse de sa solitude, de cette sauvagerie où elle vivait enfermée comme au fond d'un refuge, mais son imagination l'emportait, tâchait de deviner les choses, évoquait les plaisirs sans cesse comptés devant elle, les cafés, les restaurants, les théâtres, les dimanches passés sur l'eau et dans les guinguettes. Toute une fatigue d'esprit lui en restait, un désir mêlé de lassitude, et il lui semblait déjà être rassasié de ces amusements dont elle n'avait jamais goûté. Cependant, il y avait peu de place pour les songeries dangereuses au milieu de son existence de travail. Deloche, longtemps, se contenta de sourire en regardant Denise. Puis il s'enhardit, lui murmura un mot d'amitié lorsqu'il la coudoya. Mais Denise, sous ces haleines chaudes qui éveillaient peu à peu la femme en elle, gardait encore sa paix d'enfant. Seule la rencontre de Hutin lui remuait le cœur. Du reste, ce n'était à ses yeux que de la reconnaissance. Elle se croyait uniquement touchée de la politesse du jeune homme. Il ne pouvait amener une cliente au rayon sans qu'elle demeurât confuse. Plusieurs fois, en revenant d'une caisse, elle se surprit faisant un détour, traversant inutilement le comptoir des soieries, la gorge gonflée d'émotion. Une après-midi, elle y trouva Mouret, qui semblait la suivre d'un sourire. Il ne s'occupait plus d'elle, ne lui adressait de loin en loin une parole que pour la conseiller sur sa toilette et la plaisanter. En fille sauvage qui tenait du garçon et dont il ne tirerait jamais une coquette, malgré sa science d'homme à bonne fortune. Même il en riait, il descendait jusqu'à des taquineries, sans vouloir s'avouer le trouble que lui causait cette vendeuse avec ses cheveux si drôles. Devant ce sourire muet, Denise trembla, comme si elle était en faute. Savait-il donc pourquoi elle traversait la soirée lorsque elle-même n'aurait pu expliquer ce qui la poussait à un pareil détour ? Hutin d'ailleurs ne paraissait nullement s'apercevoir des regards reconnaissants de la jeune fille. Ces demoiselles n'étaient pas son genre. Il affectait de les mépriser, en se vantant plus que jamais d'aventures extraordinaires avec des clientes. Comme tous les jeunes messieurs des nouveautés, il avait une rage de dépenses, se battant la semaine entière à son rayon, avec une âpreté d'avare, dans le seul désir de jeter le dimanche son argent à la volée sur les champs de course, au travers des restaurants et des bals. Jamais une économie, pas une avance, le gain aussitôt dévoré, l'insouciance absolue du lendemain. Favier n'était pas de ses partis. Hutin et lui, si liés au magasin, se saluaient à la porte et ne se parlaient plus. Beaucoup de vendeurs en continuel contact devenaient ainsi des étrangers, ignorant leur vie dès qu'ils mettaient le pied dans la rue. Mais Hutin avait pour intime Liénard. Tous deux habitaient le même hôtel, l'hôtel de Smyrne, rue Sainte-Anne, une maison noire entièrement occupée par des employés de commerce. Le matin, ils arrivaient ensemble, puis le soir, le premier libre, lorsque le déplié de son comptoir était fait, allait attendre l'autre au café Saint-Roch, rue Saint-Roch, un petit café où se réunissaient d'habitude les commis du bonheur des dames, braillant et buvant, jouant aux cartes dans la fumée des pipes. Souvent, il restait là, ne partait que vers 1 heure lorsque le maître de l'établissement, fatigué, les jetait dehors. D'ailleurs, depuis un mois, il passait la soirée 3 fois par semaine au fond d'un beuglant de Montmartre. Ils y emmenaient des camarades. L'hiver passa de la sorte.
Denise obtint 300 francs d'appointement fixe. Il était temps, ses gros souliers ne tenaient plus. Le dernier mois, elle évitait même de sortir pour ne pas les crever d'un coup. « Mon Dieu, mademoiselle, vous faites un bruit avec vos chaussures !» répétait souvent madame Aurélie d'un air agacé. « C'est insupportable, hein. Qu'avez-vous donc aux pieds ?» Un jour, Denise descendit chaussée de bottines d'étoffe qu'elle avait payées 5 francs. Marguerite et Clara s'étonnèrent à demi-voix, de façon à être entendues. « Tiens, la mal peignée a lâché ses galoches !» Un soulèvement général se produisit contre Denise. Le comptoir avait fini par découvrir son amitié avec Pauline, et il voyait une bravade dans cette affection donnée à une vendeuse d'un comptoir ennemi. Ces demoiselles parlaient de trahison, l'accusaient d'aller répéter à côté leurs moindres paroles. La guerre de la lingerie et des confections en prit une violence nouvelle. Jamais elle n'avait soufflé si rudement. Des mots furent échangés, raides comme des balles. Peut-être cette lointaine querelle venait-elle de ce que la lingerie portait des robes de laine lorsque les confections étaient vêtues de soie. « Mesdemoiselles, pas de vilains mots, tenez-vous » disait madame Aurélie d'un air grave au milieu des colères déchaînées de son petit peuple. « Montrez qui vous êtes !» Elle préférait se désintéresser. Comme elle le confessait un jour, répondant à une question de Mouret, ces demoiselles ne valaient pas plus cher les unes que les autres. Mais, brusquement, elle se passionna lorsqu'elle apprit de la bouche de Bourdoncle qu'il venait de trouver au fond du sous-sol son fils en train d'embrasser une lingère, cette vendeuse à qui le jeune homme glissait des lettres. C'était abominable, et elle accusa carrément la lingerie d'avoir fait tomber Albert dans un guet-apens. Oh oui, le coup était monté contre elle. On cherchait à la déshonorer en perdant un enfant sans expérience, après s'être convaincu que son rayon restait inattaquable. Elle ne criait si fort que pour embrouiller les choses, car elle n'avait aucune illusion sur son fils. Elle le savait, capable de toutes les sottises. Un instant, l'affaire faillit devenir grave. Le gantier Minot s'y trouva mêlé. Il était l'ami d'Albert. Enfin, le scandale fut étouffé, par égard pour la première des confections que Mouret lui-même traitait avec déférence. Bourdoncle, 8 jours plus tard, se contenta de congédier, sous un prétexte, la vendeuse, coupable de s'être laissée embrasser. S'il fermait les yeux sur les terribles noces du dehors, ces messieurs ne toléraient pas la moindre gaudriole dans la maison. Et ce fut Denise qui souffrit de l'aventure. Madame Aurélie, toute renseignée qu'elle était, lui garda rancune. Elle l'avait vue rire avec Pauline, elle crut à une bravade et à des commérages sur les amours de son fils. Alors, dans le rayon, on isola la jeune fille davantage encore. Depuis longtemps, elle projetait d'emmener ces demoiselles passer un dimanche près de Rambouillet, aux Rigoles, où elle avait acheté une propriété, sur ses 100 premiers 1000 francs d'économie. Et tout d'un coup, elle se décida. C'était une façon de punir Denise, de la mettre ouvertement à l'écart. Seule cette dernière ne fut pas invitée. 15 jours à l'avance, le rayon ne causa que de la partie. On regardait le ciel attiédi par le soleil de mai. On occupait déjà chaque heure de la journée. On se promettait tous les plaisirs, des ânes, du lait, du pain bis, et rien que des femmes, ce qui était plus amusant. D'habitude, madame Aurélie tuait de la sorte ses jours de congé, en se promenant avec des dames, car elle avait si peu l'habitude de se trouver en famille, où elle était si mal à son aise, si dépaysée les rares soirs où elle pouvait dîner chez elle entre son mari et son fils, qu'elle préférait même ces soirs-là lâcher le ménage et aller dîner au restaurant. Cependant, le bienheureux jour approchait. Ces demoiselles ne tarissaient plus, racontaient des préparatifs de toilette, comme si elles partaient pour un voyage de 6 mois, tandis que Denise devait les entendre pâle et silencieuse dans son abandon. « Hein, elles vous font rager, » lui dit un matin Pauline. « C'est moi, à votre place, qui les attraperai. Elles s'amusent, mais je m'amuserai, pardi. Accompagnez-nous dimanche, Baugé me mène à Joinville. »« Non, merci, » répondit la jeune fille avec une tranquille obstination. « Mais pourquoi ? Vous avez encore peur qu'on ne vous prenne de force ?» Et Pauline riait d'un bon rire. Denise sourit à son tour. Elle savait bien comment arrivaient les choses. C'était dans une partie semblable que chacune de ces demoiselles avait connu son premier amant, un ami amené comme par hasard, et elle ne voulait pas. « Voyons, » reprit Pauline, « je vous jure que Baugé n'amènera personne. » Denise hésitait, tourmentée d'un tel désir qu'un flot de sang montait à ses joues. Depuis que ses camarades étalaient leurs plaisirs champêtres, elle étouffait, prise d'un besoin de plein ciel, rêvant de grandes herbes où elle entrait jusqu'aux épaules,
d'arbres géants dont les ombres coulaient sur elle comme une eau fraîche. Son enfance passée dans les verdures grasses du Cotentin s'éveillait avec le regret du soleil. « Eh bien, oui, dit-elle enfin. Et tout fut réglé. Baugé devait venir prendre ses demoiselles à 8 heures sur la place Gaillon. De là, on irait en fiacre à la gare de Vincennes. Denise, dont les 25 francs d'appointement fixes étaient chaque mois dévorés par les enfants, n'avait pu que rafraîchir sa vieille robe de laine noire, en la garnissant de biais de popeline à petits carreaux. Et elle s'était fait elle-même un chapeau, avec une sorte de capote recouverte de soie et ornée d'un ruban bleu. Dans cette simplicité, elle avait l'air très jeune, embarrassée du luxe débordant de ses cheveux qui crevaient la nudité de son chapeau. Au contraire, Pauline étalait une robe de soie printanière, à raies violettes et blanches, une toque appareillée chargée de plumes, des bijoux au cou et aux mains, toute une richesse de commerçante cossue. C'était comme une revanche de la semaine, de la soie le dimanche, lorsqu'elle se trouvait condamnée à la laine dans son rayon. Tandis que Denise, qui traînait sa soie d'uniforme du lundi au samedi, reprenait le dimanche la laine mince de sa misère. « Voilà Baugé, dit Pauline, en désignant un grand garçon debout près de la fontaine. Elle présenta son amant, et tout de suite, Denise fut à son aise, tellement il lui parut brave. Baugé, énorme, d'une force lente de bœuf au labour, avait une longue face flamande, où des yeux vides riaient avec une puérilité d'enfant. Né à Dunkerque, fils cadet d'un épicier, il était venu à Paris, presque chassé par son père et son frère, qui le jugeaient trop bête. Cependant, au bon marché, il se faisait 3500 francs. « Et le fiacre » demanda Pauline. Il fallut aller jusqu'au boulevard. Déjà le soleil chauffait. La belle matinée de mai riait sur le pavé des rues, et pas un nuage au ciel, toute une gaieté volée dans l'air bleu, d'une transparence de cristal. Un sourire involontaire entr'ouvrait les lèvres de Denise. Elle respirait fortement. Il lui semblait que sa poitrine se dégageait d'un étouffement de 6 mois. Enfin, elle ne sentait donc plus sur elle l'air enfermé, les pierres lourdes du bonheur des dames. Elle avait donc devant elle toute une journée de libre campagne. Et c'était comme une nouvelle santé, une joie infinie, où elle entrait avec des sensations neuves de gamine. Pourtant, dans le fiacre, elle détourna les yeux, gênée, lorsque Pauline mit un gros baiser sur les lèvres de son amant. « Tiens, dit-elle, la tête toujours à la portière, monsieur l'homme là-bas, comme il marche !»« Il a son corps, ajouta Pauline, qui s'était penchée. En voilà un vieux toqué. Si l'on ne dirait pas qu'il court à un rendez-vous ?» Monsieur l'homme, en effet, l'étui de son instrument sous le bras, filait le long du gymnase, le nez tendu, riant d'aise, tout seul, à l'idée du régal qu'il se promettait. Il allait passer la journée chez un ami, une flûte d'un petit théâtre, où des amateurs faisaient le dimanche de la musique de chambre, dès leur café au lait. « À 8 heures, quel enragé !» reprit Pauline. « Et vous savez que Madame Aurélie et toute sa clique ont dû prendre le train de Rambouillet qui part à 6h25 ? Pour sûr, le mari et la femme ne se rencontreront pas. » Toutes deux causèrent de la partie de Rambouillet. Elles ne souhaitaient pas de la pluie aux autres, parce qu'elles auraient aussi gobé le bouillon. Mais s'ils pouvaient crever un nuage là-bas, sans que les éclaboussures en vinssent jusqu'à Joinville, ce serait drôle tout de même. « Mais il n'a qu'un bras !» dit tout à coup Baugé. « Comment fait-il pour jouer du corps ?» Il n'avait pas quitté l'homme des yeux. Alors Pauline, qui s'amusait parfois de sa naïveté, lui raconta que le caissier appuyait l'instrument contre un mur, et il la crut parfaitement, en trouvant ça très ingénieux. Et puis, lorsque prise de remords, elle lui expliqua de quelle façon l'homme adaptait à son moignon un système de pinces dont il se servait comme d'une main, il hocha la tête, saisi de méfiance, déclarant qu'on ne lui ferait pas avaler celle-là. « Tu es trop bête, finit-elle par dire en riant. Ça ne fait rien, je t'aime. » Le fiacre roulait. On arriva jusqu'à la gare de Vincennes, juste pour un train. C'était Baugé qui payait, mais Denise avait déclaré qu'elle entendait prendre sa part à des dépenses. On réglerait le soir. Ils montèrent en seconde, toute une gaieté bourdonnante s'échappait des wagons. À Nogent, une noce débarqua au milieu des rires. Enfin, ils descendirent à Joinville, passèrent dans l'île tout de suite pour commander le déjeuner, et ils restèrent là, le long des berges, sous de hauts peupliers qui bordaient la Marne. L'ombre était froide. Une haleine vive soufflait dans le soleil, élargissait au loin sur l'autre rive la pureté limpide d'une plaine déroulant des cultures. Denise s'attardait derrière Pauline et son amant,
qui marchait les bras à la taille. Elle avait cueilli une poignée de boutons d'or. Elle regardait l'eau couler, heureuse, le cœur défaillant, baissant la tête quand Boget se penchait pour baiser la nuque de son ami. Des larmes lui montèrent aux yeux. Cependant, elle ne souffrait pas. Qu'avait-elle à étouffer ainsi? Et pourquoi cette vaste campagne, où elle s'était promis tant d'insouciance, l'emplissait-elle d'un regret vague dont elle n'aurait pu dire la cause? Puis, au déjeuner, les rires bruyants de Pauline l'étourdirent. Celle-ci, qui adorait la banlieue d'une passion de cabotine vivant au gaz dans l'air épais des foules, avait voulu manger sous un berceau malgré la fraîcheur du vent. Elle s'égayait des souffles brusques qui rabattaient la nappe. Elle trouvait drôle la tonnelle, nue encore, avec son treillage repeint dont les losanges se découpaient sous le couvert. D'ailleurs, elle dévorait d'une gourmandise affamée de filles mal nourries au magasin, se donnant dehors une indigestion des choses qu'elle aimait. C'était son vice. Tout son argent partait là, en gâteaux, en crudités, en petits plats dégustés. Lorsque Denise semblait assez des œufs, de la friture et du poulet sauté, elle se retint. Elle n'osa commander des fraises, une primeur encore chère, de crainte de trop augmenter l'addition. « Maintenant, qu'allons-nous faire » demanda Boget lorsque le café fut servi. D'habitude, l'après-midi, Pauline et lui rentraient dîner à Paris pour finir leur journée dans un théâtre. Mais sur le désir de Denise, ils décidèrent qu'on resterait à Joinville. Ce serait drôle, on se donnerait de la campagne par-dessus la tête. Et toute l'après-midi, ils bâtirent des champs. Un instant, l'idée d'une promenade en canotte fut discutée, puis ils l'abandonnèrent, Boget ramait trop mal. Mais leur flânerie au hasard des sentiers revenait quand même le long de la Marne. Ils s'intéressaient à la vie de la rivière, aux escadres de yoles et de norvégiennes, aux équipes de canotiers qui la peuplaient. Le soleil baissait, ils retournaient vers Joinville, lorsque deux yoles, descendant le courant et luttant de vitesse, échangèrent des bordées d'injures où dominaient les cris répétés de « Caboulot » et de « Calicot ». « Tiens, dit Pauline, c'est monsieur Hutin ?»« Oui, reprit Boget, qui étendait la main devant le soleil, « je reconnais la yole d'Acajou. »« L'autre yole doit être montée par une équipe d'étudiants. » Et il expliqua la vieille haine qui mettait souvent aux prises la jeunesse des écoles et les employés de commerce. Denise, en entendant prononcer le nom de Hutin, s'était arrêtée, et les yeux fixes, elle suivait la mince embarcation. Elle cherchait le jeune homme parmi les rameurs, sans distinguer autre chose que les taches blanches de deux femmes, dont l'une, assise à la barre, avait un chapeau rouge. Les voix se perdirent au milieu du grand ruissellement de la rivière. « Allô les caboulots, les calicots, allô, allô !» Le soir, on retourna au restaurant de Lille, mais l'air était devenu trop vif. Il fallut manger dans l'une des deux salles fermées, où l'humidité de l'hiver trempait encore les nappes d'une fraîcheur de lessive. Dès 6 heures, les tables manquèrent. Les promeneurs se hâtaient, cherchaient un coin, et les garçons apportaient toujours des chaises, des bancs, rapprochaient les assiettes, entassaient le monde. On étouffait maintenant. On fit ouvrir les fenêtres. Dehors, le jour pâlissait, un crépuscule verdâtre tombait des peupliers, si rapide que le restaurateur, mal outillé pour ses repas à couvert, n'ayant pas de lampe, dut faire mettre une bougie sur chaque table. Le bruit était assourdissant, des rires, des appels, des chocs de vaisselle. Au vent des fenêtres, les bougies s'effaraient et coulaient, tandis que des papillons de nuit battaient des ailes dans l'air chauffé par l'odeur des viandes, que traversaient de petits souffles glacés. « Hein, s'amuse-t-il » disait Pauline, enfoncée dans une matelote qu'elle déclarait extraordinaire. Et elle se pencha pour ajouter « Vous n'avez pas reconnu monsieur Albert là-bas ?» C'était en effet le jeune fils de monsieur l'homme, au milieu de 3 femmes équivoques, une vieille dame en chapeau jaune, à mine basse de pourvoyeuse, et 2 mineurs, 2 fillettes de 13 ou 14 ans, d'une effronterie gênante. Lui, très ivre déjà, tapait son verre sur la table, parlait de rosser le garçon s'il n'apportait pas des liqueurs tout de suite. « Ah bien, reprit Pauline, en voilà une famille. La mère à Rambouillet, le père à Paris et le fils à Joinville. Ils ne se marcheront pas sur les pieds. » Denise, qui détestait le bruit, souriait pourtant, goûtait la joie de ne plus penser au milieu d'un tel vacarme. Mais tout à coup, il y eut dans la salle voisine un éclat de voix qui couvrit les autres. C'étaient des hurlements que des gifles durent suivre, car on entendit des poussées, des chaises abattues, toute une lutte où revenaient les cris de la rivière. « Allô les calicots ! Les caboulots, allô, allô !» Et
Lorsque la grosse voix du cabaretier eut calmé la bataille, Hutin brusquement parut, en vareuse rouge, une toque renversée derrière le crâne. Il avait à son bras la grande fille blanche, la bareuse, qui, pour porter les couleurs de l'aïeul, s'était planté une touffe de coquelicots sur l'oreille. Des clameurs, des applaudissements accueillirent leur entrée, et il rayonnait, il bombait la poitrine en se dandinant avec le roulis des marins. Il étalait d'un coup de poing qui lui bleuissait la joue, tout gonflé de la joie d'être remarqué. Derrière eux, l'équipe suivait. Une table fut prise d'assaut, le tapage devint formidable. « Il paraît, expliqua Baugé, après avoir écouté les conversations derrière lui, il paraît que les étudiants ont reconnu la femme de Hutin, une ancienne du quartier qui chante à présent dans un beuglant à Montmartre. Et alors on s'est cogné pour elle. En tout cas, dit Pauline d'un air pincé, elle est joliment laide celle-là avec ses cheveux carottes. Vrai, je ne sais pas où monsieur Hutin les ramasse, mais elles sont toutes plus sales les unes que les autres. Denise avait pâli. C'était en elle un froid de glace, comme si, goutte à goutte, le sang de son cœur se fût retiré. Déjà sur la berge, devant l'aïeul rapide, elle avait senti un premier frisson. Et maintenant, elle ne pouvait douter, cette fille était bien avec Hutin. La gorge serrée, les mains tremblantes, elle ne mangeait plus. « Qu'avez-vous » demanda son amie. « Rien, murmura-t-elle. Il fait un peu chaud. » Mais la table de Hutin était voisine, et quand il eut aperçu Baugé qu'il connaissait, il engagea la conversation d'une voix aiguë pour continuer à occuper la salle. La chaleur avait grandi, les bougies coulaient sur les nappes tachées de vin, et par les fenêtres ouvertes, lorsque le bruit des dîneurs tombait brusquement, entrait une voix lointaine, la voix de la rivière et des grands peupliers qui s'endormaient dans la nuit calme. Baugé venait de demander l'addition en voyant que Denise n'allait pas mieux, toute blanche, le menton convulsé par des larmes qu'elle retenait. Mais le garçon ne réapparaissait plus, et elle dut subir encore les éclats de voix de Hutin. Maintenant, il se disait plus chic que Liénard, parce que Liénard mangeait simplement l'argent de son père, tandis que lui mangeait de l'argent gagné, le fruit de son intelligence. Enfin, Baugé paya, les deux femmes sortirent. « En voilà une du Louvre » murmura Pauline dans la première salle en regardant une grande fille mince qui mettait son manteau. « Tu ne la connais pas, tu n'en sais rien » dit le jeune homme. Ils étaient dehors. Denise eut un soupir de soulagement. Elle avait cru mourir dans cette chaleur suffocante au milieu de ses cris. Et elle expliquait toujours son malaise par le manque d'air. À présent, elle respirait. Une fraîcheur tombait du ciel étoilé. Comme les deux jeunes filles quittaient le jardin du restaurant, une voix timide murmura dans l'ombre. « Bonsoir, mesdemoiselles. » C'était Deloche. Elle ne l'avait pas vu au fond de la première salle où il dînait seul, après être venu de Paris à pied pour le plaisir. En reconnaissant cette voix amie, Denise, souffrante, céda machinalement au besoin d'un soutien. « Monsieur Deloche, monsieur Deloche, vous rentrez avec nous, dit-elle. Donnez-moi votre bras. » Déjà Pauline et Baugé marchaient devant. Ils s'étonnèrent. Ils n'auraient pas cru que ça se ferait ainsi, et avec ce garçon. Pourtant, comme on avait 1 heure encore avant de prendre le train, ils allèrent jusqu'au bout de l'île, ils suivirent la berge sous les grands arbres, et de temps à autre, ils se retournaient, ils murmuraient. « Où sont-ils donc ? Ah, les voici, aussi drôles tout de même. » D'abord, Denise et Deloche avaient gardé le silence. Lentement, le vacarme du restaurant se mourait, prenait une douceur musicale au fond de la nuit, et ils entraient plus avant dans le froid des arbres, encore fiévreux de cette fournaise, dont les bougies s'éteignaient une à une derrière les feuilles. En face d'eux, c'était comme un mur de ténèbres, une masse sombre, si compacte, qu'ils ne distinguaient pas même la trace pâle du sentier. Cependant, ils allaient avec douceur, sans crainte. Et puis, leurs yeux s'accoutumèrent. Ils virent à droite les troncs des peupliers, pareils à des colonnes sombres portant des dômes de leurs branches, criblés d'étoiles, tandis que sur la droite, l'eau, par moments, avait dans le noir un luisant de miroir d'étain. Le vent tombait. Ils n'entendaient plus que le ruissellement de la rivière. « Je suis très content de vous avoir rencontré, finit par balbutier Deloche, qui se décida à parler le premier. Vous ne savez pas combien vous me faites plaisir en consentant à vous promener avec moi. » Et, les ténèbres aidant, après bien des paroles embarrassées, il osa dire qu'il l'aimait. Depuis longtemps, il voulait le lui écrire, et jamais elle ne l'aurait su, peut-être,
Sans cette belle nuit complice, sans cette eau qui chantait et ces arbres qui leur couvraient du rideau de leurs ombrages. Pourtant, elle ne répondait point, elle marchait toujours à son bras, du même pas de souffrance. Il cherchait à lui voir le visage lorsqu'il entendit un léger sanglot. « Oh, mon Dieu !» reprit-il, « vous pleurez, mademoiselle, vous pleurez. Est-ce que je vous ai fait de la peine ?»« Non, non, murmura-t-elle. Elle tâchait de retenir ses larmes, mais elle ne le pouvait pas. À table déjà, elle avait cru que son cœur éclatait. Et maintenant, elle s'abandonnait dans cette ombre. Des sanglots venaient de l'étouffer, en pensant que si Hutin se trouvait à la place de Deloche, et lui disait ainsi des tendresses, elle serait sans force. Cet aveu, qu'elle se faisait enfin, l'emplissait de confusion. Une honte lui brûlait la face, comme si elle fût tombée sous ces arbres au bras de ce garçon qui s'étalait avec des filles. « Je ne voulais pas vous offenser, » répétait Deloche, que les larmes gagnaient. « Non, écoutez, dit-elle d'une voix encore tremblante, je n'ai aucune colère contre vous, seulement, je vous en prie, ne me parlez pas comme vous venez de le faire. Ce que vous me demandez, c'est impossible. Oh, vous êtes un bon garçon, je veux bien être votre ami, mais pas davantage. Entendez-vous? Votre ami. » Il frémissait. Après quelques pas faits en silence, il balbutia. « Enfin, vous ne m'aimez pas ?» Et comme elle lui évitait le chagrin d'un nom brutal, il reprit d'une voix douce et navrée. « D'ailleurs, je m'y attendais. Jamais je n'ai eu de la chance. Je sais que je ne puis être heureux. Chez moi, on me battait. À Paris, j'ai toujours été un souffre-douleur. Oh, soyez tranquille, je ne vous tourmenterai plus. Quant à vous aimer, vous ne pouvez m'en empêcher, n'est-ce pas? Je vous aimerai, mais pour rien, comme une bête. Voilà, tout fiche le camp, c'est ma part dans la vie. » À son tour, il pleura. Elle le consolait, et dans leur effusion amicale, ils apprirent qu'ils étaient du même pays. Elle de Valognes, lui de Briquebec, à 13 kilomètres. Ce fut un nouveau lien. Son père à lui, petit huissier nécessiteux, d'une jalousie maladive, le rossait en le traitant de bâtard, exaspéré de sa longue figure blême et de ses cheveux de chanvre qui, disait-il, n'étaient pas dans sa famille. Ils en arrivèrent à parler des grands herbages entourés de haies vives, des sentiers couverts qui se perdent sous les ormes, des routes gazonnées comme des allées de parc. Autour d'eux, la nuit pâlissait encore. Ils distinguaient les joncs de la rive, la dentelle des ombrages, noire sur le scintillement des étoiles, et un apaisement leur venait. Ils oubliaient leurs maux, rapprochés par leur malchance, dans une amitié de bons camarades. « Eh bien ?» demanda vivement Pauline à Denise, en la prenant à part, quand ils furent devant la station. La jeune fille comprit au sourire et au ton de tendre curiosité, elle devient très rouge, en répondant « Mais jamais, puisque je vous dis que je ne voulais pas. Il est de mon pays, nous causions de Valognes. » Pauline et Baugé restèrent perplexes, dérangés dans leurs idées, ne sachant plus que croire. Deloche les quitta sur la place de la Bastille, comme tous les jeunes gens au père. Il couchait au magasin où il devait être à 11 heures. Ne voulant pas rentrer chez lui, Denise, qui s'était fait donner la permission de théâtre, accepta d'accompagner Pauline chez Baugé. Celui-ci, pour se rapprocher de sa maîtresse, était venu demeurer rue Saint-Roch. On prit un fiacre, et Denise demeura stupéfaite lorsque, en chemin, elle sut que son amie allait passer la nuit avec le jeune homme. Rien n'était plus facile, on donnait 5 francs à madame Cabin, toutes ces demoiselles en usaient. Baugé fit les honneurs de sa chambre garnie de vieux meubles empire, envoyés par son père. Il se fâcha quand Denise parla de régler, et puis il finit par accepter les 15 francs 60 qu'elle avait posés sur la commode. Mais il voulut alors lui offrir une tasse de thé, et il se battit contre une bouilloire à l'esprit de vin, fut obligé de redescendre acheter du sucre. Minuit sonnait quand il emplit les tasses. « Il faut que je m'en aille, » répétait Denise. Et Pauline répondait « Tout à l'heure, les théâtres ne ferment pas si tôt. » Denise était gênée dans cette chambre de garçon. Elle avait vu son amie se mettre en jupon et en corset, elle la regardait préparer le lit, l'ouvrir, taper les oreillers, et ce petit ménage d'une nuit d'amour fait devant elle la troublait, lui causait une honte, en éveillant de nouveau dans son cœur blessé le souvenir de Hutin. Ce n'était guère salutaire des journées pareilles. Enfin, à minuit un quart, elle les quitta. Mais elle partit confuse lorsqu'en réponse à son souhait innocent d'une bonne nuit, Pauline cria étourdiment « Merci, la nuit sera bonne !»
La porte particulière qui menait à l'appartement de Mouret et aux chambres du personnel se trouvait rue Neuve-Saint-Augustin. Madame Cabin tirait le cordon, puis donnait un coup d'œil pour pointer la rentrée. Une veilleuse éclairait faiblement le vestibule. Denise se trouva dans cette lueur hésitante, prise d'une inquiétude, car, en tournant le coin de la rue, elle avait vu la porte se refermer sur l'ombre vague d'un homme. Ce devait être le patron, rentrant de soirée, et l'idée qu'il était là, dans le noir, à l'attendre peut-être, lui causait une de ces peurs étranges dont il la bouleversait encore sans motif raisonnable. Quelqu'un remua au premier. Des bottes craquaient. Alors elle perdit la tête. Elle poussa une porte qui donnait sur le magasin et qu'on laissait ouverte pour les rondes de surveillance. Elle était dans le rayon de la rouennerie. « Mon Dieu, comment faire ?» balbutia-t-elle au milieu de son émotion. La pensée lui vint qu'il existait en haut une autre porte de communication conduisant aux chambres. Seulement, il fallait traverser tout le magasin. Elle préféra ce voyage malgré les ténèbres qui noyaient les galeries. On distinguait mal les amoncellements de marchandises qui prenaient des profils effrayants, colonnes écroulées, bêtes accroupies, voleurs à l'affût. Là, un tonnerre l'inquiéta, le ronflement sonore de Joseph, le garçon qui dormait derrière les articles de deuil. Elle se jeta vite dans le hall que le vitrage éclairait d'une lumière crépusculaire. Il semblait agrandi, plein de l'effroi nocturne des églises. Avec l'immobilité de ses caissiers et les silhouettes de ses grands maîtres qui dessinaient des croix renversées. Maintenant, elle fuyait. À la mercerie, à la ganterie, elle faillit enjamber encore des garçons de service, et elle se crut seulement sauvée lorsqu'elle trouva enfin l'escalier. Mais en haut, devant le rayon des confections, une terreur la saisit, en apercevant une lanterne dont l'œil clignotant marchait. C'était une ronde, 2 pompiers en train de marquer leur passage au cadran des indicateurs. Elle resta 1 minute sans comprendre. Elle les regarda passer. Quand ils approchèrent, elle se réfugia au fond du magasin des dentelles, où le brusque appel d'une voix la fit aussitôt ressortir pour gagner la porte de communication en courant. Elle avait reconnu la voix de Deloche. Il couchait dans son rayon sur un petit lit de fer qu'il dressait lui-même tous les soirs, et il n'y dormait pas encore. Il revivait les yeux ouverts les heures douces de la soirée. « Comment, c'est vous, mademoiselle ?» dit Mouret, que Denise trouva devant elle dans l'escalier, une petite bougie de poche à la main. Elle balbutia, voulut expliquer qu'elle venait de chercher quelque chose au rayon. Mais il ne se fâchait point. Il la regardait de son air à la fois paternel et curieux. « Vous aviez donc une permission de théâtre ?»« Oui, monsieur. »« Et vous êtes-vous diverti ? À quel théâtre êtes-vous allé ?»« Monsieur, je suis allée à la campagne. » Cela le fit rire, et puis il demanda, en appuyant sur ces mots, « Toute seule ?»« Non, monsieur, avec une amie, » répondit-elle, les joues empourprées, honteuse de la pensée qu'il avait sans doute. Alors il se tut, mais il la regardait toujours, dans sa petite robe noire, coiffée de son chapeau garni d'un seul ruban bleu. Est-ce que cette sauvageonne finirait par devenir une jolie fille? Elle sentait bon de sa course au grand air. Elle était charmante avec ses beaux cheveux épeurés sur son front. Et lui qui, depuis 6 mois, la traitait en enfant, qui la conseillait parfois, cédant à ses idées d'expérience, à des envies méchantes de savoir comment une femme se perdait dans Paris, il ne riait plus. Il éprouvait un sentiment indéfinissable de surprise et de crainte, mêlé de tendresse. Sans doute, c'était un amant qui l'embellissait ainsi. À cette pensée, il lui sembla qu'un oiseau favori dont il jouait venait lui piquer au sang. « Bonsoir, monsieur », murmura Denise en continuant de monter sans attendre. Il ne lui répondit pas, la regarda disparaître, puis il rentra chez lui. La suite au prochain numéro. Si cet audio vous a plu, vous pouvez trouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.